4 minutes, pas une de plus. Et pourtant, ces 240 secondes ont suffi à faire exploser la relation entre Paris et Jérusalem comme on ne l'avait plus vu depuis l'après-1967. Benjamin Netanyahou venait d'achever son réquisitoire, affûté au millimètre, contre la ligne française au Moyen-Orient. Dans sa tête, l'affaire était pliée. Sébastien Lecornu devait être cloué sur place, humilié, réduit à balbutier devant l'Assemblée générale de l'ONU. Il affichait ce rictus maîtrisé, cette satisfaction froide qui nourrit sa réputation. Celle de l'homme qui pousse l'autre à se justifier, puis l'écrase sous le poids des procès d'intention et de la culpabilité brandie comme une arme. Il s'attendait à voir, comme tant d'autres dirigeants occidentaux avant lui, un Européen novice courber l'échine, s'excuser, rentrer dans le rang. Paralysé par la force d'un lobby redouté et par le réflexe pavlovien des accusations d'antisémitisme. Sauf que Lecornu ne ressemblait pas à une proie. Il y avait dans son regard quelque chose de dérangeant, un calme trop net, une assurance presque insolente, à l'opposé de la gêne habituelle qu'on voit dans ces scènes réglées d'avance. Et c'est précisément ce détail que Netanyahou aurait dû prendre au sérieux, car la suite n'allait pas seulement surprendre la salle, elle allait bousculer durablement les équilibres dans toute la région. Alors, le premier ministre français se leva, lentement, comme si chaque seconde lui appartenait. Il remit sa veste d'un geste sobre, avec cette élégance typiquement française qui peut, parfois, ressembler à une provocation. Il planta ses yeux dans ceux de Netanyahou. Visage immobile. Pas le moindre tremblement. Puis, d'une voix nette, posée, presque clinique, il lâcha la phrase qui figea l'Assemblée. « Monsieur le Premier ministre Netanyahou, merci pour cette leçon éclatante de la diplomatie israélienne version contemporaine. Un cocktail vénéneux d'arrogance héritée et de chantage affectif. » Un calme glacial tomba soudain sur l'hémicycle, comme si l'air lui-même s'était figé. Benjamin Netanyahou, pourtant habitué aux joutes internationales depuis des décennies, montra pour la première fois un léger déséquilibre. Sébastien Lecornu, lui, resta parfaitement maître de lui-même et poursuivit sans la moindre hésitation. « Ce que vous venez de faire, Monsieur le Premier ministre, illustre à merveille votre mécanique habituelle. Dès que quelqu'un met en cause vos décisions, vous invoquez la Shoah. Dès que l'on évoque les entorses au droit international, vous répondez par l'accusation d'antisémitisme. Cette méthode vous a servi longtemps, mais aujourd'hui, elle commence sérieusement à perdre de son efficacité. » La tension dans la salle était presque palpable. Les représentants des différents pays échangeaient des regards stupéfaits, incapables de croire ce qu'ils entendaient. Jamais, devant l'Assemblée générale des Nations unies, un responsable occidental n'avait osé s'adresser à un chef de gouvernement israélien avec une telle franchise. Lecornu reprit, avec un calme presque pédagogique. « Vous nous reprochez d'avoir oublié l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Permettez-moi alors de raviver votre mémoire sur certains éléments historiques qui semblent vous échapper. » Il tira un dossier de sa mallette, l'ouvrit avec méthode, presque comme un chirurgien préparant une intervention. Résolution 242 du Conseil de sécurité, adoptée en 1967. Retrait des territoires occupés. Ignoré depuis 57 ans. Résolution 338 en 1973. Appel au cessez-le-feu et à des négociations. Restée lettre morte. Résolution 465 de 1979. Les implantations sont illégales. Violation quotidienne. Dois-je poursuivre? Parce que dans ce dossier, j'ai recensé 87 décisions de l'ONU qu'Israël n'a jamais respectées. Netanyahou tenta de reprendre la main, mais Lecornu leva simplement la main, coupant court à l'interruption. Permettez-moi d'aller jusqu'au bout, Monsieur le Premier ministre. Puisque vous évoquez le terrorisme, abordons ce sujet sérieusement. La voix restait calme, presque pédagogique. D'après les données publiées par les Nations unies, que votre gouvernement rejette régulièrement depuis 2008, plus de 5800 Palestiniens ont perdu la vie sous les actions de l'armée israélienne. Parmi eux, plus de 1400 enfants. Pendant cette même période, 3 civils israéliens ont été tués par des Palestiniens.
Expliquez-moi donc où se trouve la proportionnalité que vous invoquez si souvent. Chaque phrase tombait comme une pièce de dossier déposée sur une table de tribunal. Mais Le Cornu poursuivit, implacable. Vous accusez la France d'indulgence envers le terrorisme. Permettez-moi de rappeler quelques faits. 271 soldats français sont morts en Afghanistan et au Mali en combattant l'extrémisme islamiste. Combien de militaires israéliens ont perdu la vie en défendant ces mêmes valeurs occidentales hors de leurs frontières? Aucun. Un frisson parcourut la salle. Pour la première fois, la pression semblait changer de camp. Le Cornu enchaîna. Vous évoquez l'Iran? Très bien. Souvenons-nous alors que, dans les années 1980, Israël a fourni des armes à l'Iran de Khomeini pendant la guerre Iran-Irak. Souvenons-nous aussi de l'aide apportée au régime d'apartheid sud-africain dans son programme nucléaire. Voulez-vous vraiment ouvrir le débat sur ceux qui soutiennent des régimes autoritaires? Il marqua un silence mesuré. Les mots flottaient encore dans l'air. Le visage de Netanyahou avait pâli. Puis Le Cornu porta l'attaque la plus lourde. Mais ce qui me choque le plus, monsieur le Premier ministre, c'est l'usage politique que vous faites de la Shoah. Transformer l'extermination de 6 millions de personnes en instrument diplomatique est une insulte à leur mémoire. Les survivants que j'ai rencontrés répétaient une chose simple. Plus jamais devait signifier plus jamais pour qui que ce soit. Vous avez transformé leur douleur en justification pour tuer. Sans ralentir, Le Cornu poursuivit son argumentation avec la minutie d'un chirurgien en pleine opération. Vous aimez donner des leçons de démocratie au reste du monde. Très bien. Regardons donc votre propre gouvernement. Parmi vos ministres se trouve Itamar Ben-Gvir, condamné pour incitation à la haine raciale et qui affichait autrefois dans son salon la photo de Baruch Goldstein, l'auteur du massacre d'Hébron. Quant à votre ministre des Finances, Bezalel Smotrich, il a déclaré publiquement que la ville palestinienne de Houara devait être rayée de la carte. Voilà donc votre modèle démocratique? Netanyahou tenta d'interrompre, mais Le Cornu continua comme s'il n'avait rien entendu. Et puisque vous avez évoqué la collaboration française pendant la Seconde Guerre mondiale, abordons aussi un épisode qui concerne votre propre camp. En 1933, l'accord de Haavara, conclu entre l'Allemagne nazie et l'Organisation sioniste mondiale, facilita le transfert de capitaux juifs vers la Palestine en échange de l'abandon du boycott économique contre l'Allemagne. Autrement dit, lorsque cela servait certains intérêts, des négociations ont bien eu lieu avec le régime nazi. Dans la salle, l'effet était saisissant. Les délégués restaient figés, impressionnés à la fois par la hardiesse et par la précision presque clinique des propos. Le Cornu reprit, sans hausser la voix. « Ce qui en dit le plus long, monsieur le Premier ministre, ce n'est même pas ce que vous venez de dire, mais la manière dont vous réagissez aujourd'hui. Nous avançons des faits, des chiffres vérifiables, des arguments fondés sur le droit international, et votre seule réponse consiste à lancer des attaques personnelles et à agiter l'émotion. Curieusement, vous ne réfutez aucune donnée, aucune accusation précise. Pourquoi? Parce que vous n'en avez tout simplement pas les moyens. Il fit quelques pas vers le pupitre, comme s'il prenait désormais le contrôle total de la scène. La France condamne le terrorisme, quel qu'en soit l'auteur. Mais elle condamne tout autant les crimes de guerre, les violations répétées du droit international et l'occupation illégale de territoires. Notre ligne est simple et constante. Défendre la loi internationale. La vôtre, en revanche, semble être de la contourner systématiquement, puis de crier à l'antisémitisme dès que quelqu'un ose le rappeler. Derrière Netanyahou, les conseillers s'agitaient nerveusement. Le premier ministre israélien paraissait acculé. Mais Le Cornu n'avait pas encore terminé. Vous voulez parler d'antisémitisme? Soyons clairs. L'antisémitisme consiste à haïr les Juifs parce qu'ils sont Juifs. Remettre en cause la politique d'un gouvernement, fût-il israélien, relève du débat démocratique. Et contrairement à vous, la France sait faire la différence entre un peuple et un gouvernement dominé par l'extrême droite. Puis vint la phrase finale, lancée avec une froide détermination. La véritable différence entre nous, monsieur Netanyahou, lorsque la France a commis des fautes dans son histoire, elle les a reconnues, elle a demandé pardon et elle a évolué. Vous, au contraire, persistez dans l'erreur et instrumentalisez le passé pour la justifier. Voilà pourquoi vous vous retrouvez aujourd'hui de plus en plus isolé, y compris parmi vos partenaires traditionnels. Dans l'hémicycle, la stupeur était totale. On avait déjà vu Benjamin Netanyahou dominer des débats houleux, retourner des accusations et faire reculer ses adversaires. Mais être ainsi pris à partie,
publiquement par un dirigeant occidental, c'était inédit. Lecornu termina alors son intervention d'un ton ferme, sans hausser la voix. La France continuera de défendre le droit d'Israël à vivre en sécurité, mais elle continuera tout autant à dénoncer les violations du droit international dont votre gouvernement se rend responsable. Et surtout, elle ne se laissera plus intimider par des accusations d'antisémitisme utilisées pour faire taire toute critique. Puis il ajouta, presque comme une évidence, « Le temps où l'on étouffait les débats par le chantage émotionnel appartient désormais au passé. » Il referma calmement son dossier et regagna sa place. Le silence qui suivit était presque assourdissant. Pour la première fois depuis le début de sa carrière politique, Netanyahou semblait démuni. Il tenta bien de répondre, évoquant vaguement une prétendue trahison française et dénonçant une nouvelle vague d'antisémitisme. Mais après la démonstration de Lecornu, ces mots paraissaient soudain bien faibles. La secousse ne tarda pas à se propager au-delà de la salle. En quelques minutes, les extraits de l'échange circulaient déjà massivement sur les réseaux sociaux. Le duel Lecornu-Netanyahou devint un sujet mondial pendant 2 jours entiers. Les réactions, elles, furent aussi intenses que contrastées. Dans de nombreux pays arabes, Lecornu fut immédiatement célébré comme un héros. Des rassemblements de soutien éclatèrent du Maroc jusqu'à l'Irak. Le président de l'autorité palestinienne déclara que la France avait retrouvé l'esprit d'indépendance du général de Gaulle. L'Égypte et la Jordanie saluèrent le courage de la position française. En Europe, les commentaires furent plus prudents, mais globalement favorables. Berlin et Rome exprimèrent leur compréhension envers la ligne adoptée par Paris. Sur le continent européen, les premières réactions ne tardèrent pas. Madrid et Bruxelles exprimèrent sans détour leur soutien à la position française. À l'inverse, La Haye et Prague se montrèrent plus critiques, estimant que la fermeté du discours parisien allait trop loin. De l'autre côté de l'Atlantique, la réaction fut nettement plus explosive. À Washington, la polémique prit immédiatement de l'ampleur. Le Congrès adopta une résolution condamnant ce qu'il qualifia de déclaration inacceptable du chef du gouvernement français. Dans la foulée, le puissant lobby pro-israélien lança un appel au boycott de produits français. Mais la réalité américaine était plus nuancée qu'il n'y paraissait. Dans l'opinion publique, et particulièrement parmi les jeunes générations, les paroles de Lecornu rencontrèrent un écho inattendu. En Israël même, le pays se divisa. Les partis de droite dénoncèrent une trahison de Paris et évoquèrent une nouvelle forme d'antisémitisme. Pourtant, une partie de la gauche israélienne y vit au contraire un signal salutaire, celui d'une Europe qui cessait enfin de se taire. Plusieurs figures intellectuelles, dont Amos Oz et Abraham Yehoshua, prirent publiquement position en faveur des propos du Premier ministre français. Mais c'est à l'intérieur même de l'Hexagone que l'impact fut le plus spectaculaire. Les enquêtes d'opinion révélèrent un soutien massif. Selon les sondages, près de 73% des Français approuvaient l'attitude de leur chef de gouvernement. Face à cette vague populaire, Emmanuel Macron, d'abord réservé, fut contraint d'afficher clairement son appui à Lecornu. La presse française, elle, parla d'une seule voix. Après des décennies de prudence diplomatique, beaucoup estimaient que la France retrouvait enfin une parole indépendante sur la scène mondiale. Lecornu rend sa dignité à la diplomatie française, titra Le Figaro. Enfin un responsable politique qui refuse de plier, commenta Libération. 3 jours après cet épisode retentissant, Netanyahou tentait encore d'en minimiser la portée. Mais la tempête était déjà passée et les traces, elles, étaient bien là. Pour Benjamin Netanyahou, c'était une première humiliante. Les tactiques de pression qui lui avaient si souvent réussi venaient d'échouer, et même de se retourner contre lui. L'effet domino fut rapide. Inspiré par l'attitude de Paris, l'Union européenne adopta quelques semaines plus tard des mesures ciblées visant certains responsables des colonies israéliennes. Dans plusieurs capitales européennes, on rappela même les ambassadeurs pour consultation, signe d'un malaise diplomatique évident. Une ère semblait s'achever, celle d'une indulgence presque automatique envers Israël. Affaibli par ce revers majeur sur la scène internationale, Netanyahou dut affronter une tempête politique chez lui. Au sein de sa propre coalition, les critiques se multiplièrent. Certains ministres lui reprochèrent ouvertement d'avoir inutilement provoqué la France et mis en péril les relations avec l'Europe. Pendant ce temps, la trajectoire de Lecornu prenait la direction opposée. En quelques jours, il devint une personnalité incontournable sur la scène mondiale.
Les grandes universités américaines s'arrachèrent sa présence, tandis que les médias internationaux demandaient tous à l'interviewer. Pour beaucoup, il incarnait désormais l'image d'une Europe capable d'affirmer son leadership. 6 mois plus tard, lorsqu'il effectua une visite officielle au Caire, l'accueil frôla celui réservé au chef d'État. Le président égyptien déclara que la France avait retrouvé son rôle historique au Moyen-Orient. À Ramallah, des milliers de Palestiniens l'acclamèrent en scandant « Vive la France » lors de son passage. Et pourtant, la réaction la plus surprenante fut peut-être celle qui résuma le mieux la portée de ces 4 minutes devenues historiques. Quelques jours plus tard, dans les colonnes du New York Times, une voix inattendue vint résumer l'onde de choc. Un ancien négociateur israélien, proche des milieux de gauche, il lâcha une phrase qui fit mouche. « Au fond, le Cornu nous a peut-être rendu service. Il nous rappelle brutalement que l'époque de notre impunité diplomatique touche à sa fin. Et peut-être qu'il est temps, enfin, de changer. » En réalité, ce qui s'était produit à la tribune des Nations Unies dépassait largement le simple accrochage entre 2 dirigeants. En 4 minutes à peine, un tabou vieux de plusieurs décennies venait d'être fissuré. Une nouvelle phase semblait s'ouvrir dans la diplomatie du Moyen-Orient. Une période où les violations du droit international ne pourraient plus être systématiquement excusées au nom de l'histoire, et où l'émotion ne suffirait plus à étouffer les critiques légitimes. Les historiens retiendront peut-être cette scène comme un moment charnière. Ce jour où, dans la grande salle de l'ONU, un premier ministre français de 39 ans osa exprimer publiquement ce que beaucoup murmuraient depuis longtemps. Par sa détermination, il venait peut-être de modifier l'équilibre de la diplomatie mondiale. Car il arrive parfois, comme le rappelle un vieux proverbe, qu'un seul homme debout suffise à faire vaciller tout le reste. Mais ce que l'on voyait à la surface n'était qu'une partie de l'histoire. Derrière cet affrontement spectaculaire se cachait en réalité une préparation minutieuse dont très peu de personnes avaient connaissance. Durant les semaines précédant ce moment décisif, Le Cornu avait multiplié les réunions confidentielles dans les sous-sols de Matignon, entouré d'un cercle restreint d'experts soigneusement choisis. Parmi les premiers conseillers consultés figurait Denis Beauchard, ancien ambassadeur de France en Syrie et figure respectée de la diplomatie française au Moyen-Orient. Lors de leur première rencontre, il lui aurait glissé une remarque simple mais décisive. « Monsieur le Premier ministre, si vous voulez affronter Netanyahou, vous devez comprendre ses points faibles. » Et le principal est très clair. Il ne supporte pas qu'on l'affronte avec des faits précis, vérifiables et impossibles à contester. Au fil des réunions secrètes, d'autres spécialistes vinrent renforcer ce groupe discret. Parmi eux se trouvait Bertrand Badi, figure majeure de la science politique à Sciences Po. Son analyse fut directe. Netanyahou joue presque toujours sur le registre de l'émotion. Il mobilise le poids de l'histoire et la culpabilité collective comme un levier. Mais si vous restez strictement ancré dans le droit international, il perd l'avantage. À ses côtés, Marie-Françoise Bextel, juriste reconnue sur la scène internationale, s'occupa de verrouiller l'argumentaire sur le plan légal. Sa consigne était claire. Rien ne doit être approximatif. Chaque accusation doit s'appuyer sur des preuves solides, chaque donnée doit être vérifiée. Il ne faut lui offrir aucune brèche. Dans les semaines qui suivirent, les nuits de Le Cornu devinrent des séances d'études intensives. Loin des caméras, il absorba une quantité impressionnante d'informations. Les résolutions de l'ONU restaient lettres mortes, les bilans précis des victimes civiles, les clauses d'accords internationaux ignorées, tout fut passé au crible, mémorisé, intégré. Pour consolider encore son dossier, Le Cornu invita discrètement à Paris le professeur William Chabas, ancien président de la commission d'enquête des Nations Unies sur Gaza, afin de tester la solidité juridique de ses arguments. La préparation fut poussée à un tel niveau que presque aucun angle mort ne subsistait. Chaque ligne d'attaque que Netanyahou aurait pu utiliser avait déjà été envisagée et la réponse préparée. Denis Beauchard avait même résumé la stratégie en quelques formules simples, presque comme un mode d'emploi. S'il invoque la Shoah, rappelez l'accord de Havara. S'il brandit l'argument du terrorisme, répondez avec les statistiques des Nations Unies. Et s'il parle d'antisémitisme, insistez sur la différence entre judaïsme et sionisme. Rien n'était laissé au hasard. Chaque phrase avait été préparée, chaque réaction anticipée, chaque effet soigneusement calculé. Ce qui frappa particulièrement les observateurs étrangers, ce fut la maîtrise émotionnelle de Le Cornu face aux provocations. Car Netanyahou n'avait pas lésiné sur les attaques.
Son argument le plus sensible, la collaboration française pendant la Seconde Guerre mondiale, visait clairement à provoquer une réaction viscérale, à pousser le premier ministre français sur un terrain émotionnel. Mais le Cornu refusa d'entrer dans ce jeu. Imperturbable, presque glacial, il transforma chaque pique en riposte argumentée, étayée par des faits précis. La portée de cet échange dépassa rapidement ce que même les conseillers les plus optimistes avaient imaginé. Dans les chancelleries du monde entier, on commença à évoquer un véritable moment Le Cornu, la preuve qu'un dirigeant pouvait résister aux pressions diplomatiques sans céder à l'émotion. À Washington, malgré les critiques officielles, plusieurs diplomates américains reconnurent en privé leur admiration. Il a osé faire ce que nous n'osons pas, confia anonymement un haut responsable du département d'État. En Allemagne, où les questions liées à l'Holocauste sont particulièrement sensibles, la réaction fut plus mesurée, mais tout aussi révélatrice. Angela Merkel, pourtant connue pour sa prudence extrême sur ce sujet, déclara que la France était parfaitement légitime à exprimer sa position tant qu'elle restait fondée sur le droit international. Une manière élégante, mais à peine dissimulée, d'apporter son soutien à Paris. Mais la réaction la plus inattendue ne vint peut-être ni des gouvernements, ni des chancelleries, mais d'une partie de la communauté juive internationale. Contrairement à ce que certains proches de Netanyahou espéraient, les critiques ne furent pas unanimement hostiles à Paris. Au contraire, une frange importante de la diaspora juive se montra compréhensive, parfois même favorable, à la position française. Bernard-Henri Lévy, figure bien connue de la vie intellectuelle française et voix influente du monde juif francophone, écrivit dans Le Point « Le Cornu a rappelé une distinction essentielle, celle qui sépare l'antisémitisme de l'antisionisme. Et c'est précisément cette nuance que Netanyahou refuse d'admettre pour des raisons politiques. » Plus surprenant encore, plusieurs penseurs israéliens prirent publiquement la parole pour défendre l'intervention du Premier ministre français. L'écrivain Amos Oz, lauréat du Prix international de la paix, affirma que Netanyahou avait lui-même provoqué l'affrontement et qu'il ne devait pas s'étonner d'en subir les conséquences. Quant à l'historien Ziv Sternhell, figure majeure de la recherche israélienne, il alla encore plus loin. Selon lui, Le Cornu avait simplement exprimé à haute voix des vérités que de nombreux Israéliens pensent en privé, sans oser les dire publiquement. Cette division au sein même de la société israélienne fragilisa fortement la position de Netanyahou. Pour la première fois depuis longtemps, l'accusation d'antisémitisme, son arme rhétorique la plus redoutée, ne produisit pas l'effet attendu. Pire encore, elle finit par se retourner contre lui, donnant l'image d'un dirigeant manipulateur et déconnecté de la réalité internationale. Les répercussions de cet épisode ne tardèrent pas à se traduire concrètement sur le plan géopolitique. En décembre 2025, encouragée par l'exemple donné par la France, l'Union européenne adopta une série de sanctions visant les colonies israéliennes. Pour la première fois depuis la naissance de l'Union européenne, les capitales du continent semblaient parler d'une seule et même voix sur la question israélo-palestinienne. Même Berlin, habituellement la plus prudente sur ce dossier, ne fit pas obstacle aux initiatives portées par Paris. Sur la scène des Nations Unies, la France réussit également à provoquer un moment inattendu. Au Conseil de sécurité, une résolution dénonçant l'expansion des colonies israéliennes obtint un soutien que peu d'observateurs avaient anticipé. Plus étonnant encore, les États-Unis, alliés historiques d'Israël, choisirent cette fois de ne pas brandir leur veto et se contentèrent de s'abstenir. Une geste diplomatique qui, quelques mois plus tôt, aurait semblé presque inimaginable et qui marquait clairement un changement de ton dans la politique internationale au Moyen-Orient. Dans le monde arabe, l'effet fut immédiat et spectaculaire. Le Cornu devint rapidement l'un des visages de ce que beaucoup percevaient comme un réveil occidental sur la question palestinienne. Lors de son déplacement officiel au Caire en janvier 2026, il fut accueilli avec un protocole habituellement réservé aux chefs d'État. Le président Abdel Fattah el-Sisi déclara devant la presse que la France avait retrouvé son rôle historique dans la région. À Ramallah, Mahmoud Abbas alla encore plus loin. Il organisa une réception exceptionnelle et présenta Le Cornu comme un véritable ami du peuple palestinien. Mais peut-être que la trace la plus durable de cet épisode se manifesta ailleurs, dans les amphithéâtres européens. De Heidelberg à Cambridge, de la Sorbonne à Bologne, des conférences étudiantes se multiplièrent autour de ce que l'on commença à appeler l'effet Le Cornu. Aux yeux de nombreux jeunes Européens, le premier ministre français incarnait désormais une Europe capable d'assumer ses principes,
de résister aux pressions extérieures et de défendre ses valeurs sans hésitation. L'épisode prit une telle ampleur qu'il finit même par entrer dans la culture populaire. Netflix lança un documentaire intitulé « 4 minutes qui ont fait basculer le monde », reconstituant presque seconde par seconde la confrontation devenue légendaire. Visionné par plus de 50 millions de spectateurs à travers la planète, le film renforça encore l'image de Lecornu comme figure inattendue de la défense du droit international. Pendant ce temps, à Jérusalem, l'ambiance était tout autre. Netanyahou s'efforçait de contenir l'incendie. Ses équipes de communication travaillaient sans relâche pour atténuer l'impact de ce qu'elle désignait en privé comme le fiasco de New York. Mais les efforts restaient vains. La scène du chef du gouvernement israélien déstabilisé face à son homologue français circulait déjà partout. Chaque tentative de relancer le débat tournait court, donnant même l'impression que Netanyahou courait derrière les événements plutôt que de les maîtriser. Fait encore plus révélateur, la presse israélienne elle-même se montra inhabituellement sévère. Le quotidien Haaretz, référence du camp progressiste, publia un titre cinglant. L'arrogance de Netanyahou lui revient en plein visage. Même Yediot Aharonot, pourtant considéré comme relativement proche du pouvoir, évoqua un revers diplomatique majeur qui fragilise Israël. Cette vague de critiques internes eut des conséquences politiques immédiates. Plusieurs membres de la coalition au pouvoir commencèrent à douter ouvertement du leadership de Netanyahou. Benny Gantz, figure de l'opposition centriste, déclara que les provocations inutiles du premier ministre avaient fini par isoler Israël sur la scène internationale. Et fait encore plus rare, jusque dans les rangs du Likoud, le propre parti de Netanyahou, certaines voix commencèrent à remettre en cause la stratégie diplomatique suivie par leur chef. En France, les répercussions politiques furent tout aussi spectaculaires. Au départ réservé face aux propos de son premier ministre, Emmanuel Macron comprit rapidement qu'il ne pouvait rester en retrait. L'enthousiasme populaire autour de Lecornu l'obligea à afficher un soutien clair et public. Même l'opposition, habituellement divisée sur tout, se retrouva alignée. Marine Le Pen affirma que la France, pour une fois, défendait ses propres intérêts. Jean-Luc Mélenchon salua un dirigeant qui avait enfin osé dire ce que beaucoup pensaient. Et Valérie Pécresse reconnut que cette intervention avait redonné de la dignité à la diplomatie française. Cette unité nationale inhabituelle donna à Paris un poids nouveau sur la scène internationale. Depuis des décennies, aucun responsable français n'avait semblé porter une parole aussi largement européenne sur un enjeu global. Peu à peu, Berlin et Rome commencèrent à rapprocher leur position de celle de la France, formant un bloc européen plus cohérent face aux pressions venues à la fois d'Israël et de Washington. 6 mois plus tard, lors du sommet du G7 organisé en Italie, Lecornu était devenu une figure centrale. Joe Biden, qui avait d'abord critiqué ses propos, finit par admettre que la France avait parfaitement le droit de défendre sa propre lecture du droit international. Cette reconnaissance, discrète mais significative, marqua une inflexion dans les relations transatlantiques. Et l'onde de choc dépassa largement le seul conflit au Moyen-Orient. Inspirés par ce précédent, d'autres dirigeants européens commencèrent à adopter un ton plus ferme face aux pressions extérieures. En Espagne, le premier ministre durcit sa position envers le Maroc sur le dossier du Sahara occidental. En Autriche, le chancelier critiqua ouvertement Ankara au sujet des droits humains. Peu à peu, l'Europe donnait l'impression de redécouvrir sa voix. Cette nouvelle assurance affichée par l'Europe commença rapidement à inquiéter Washington. Au département d'État, les appels et réunions avec les capitales européennes se multiplièrent dans l'espoir de préserver la cohésion du bloc occidental. Mais une réalité s'imposait déjà. L'équilibre avait changé. L'Europe venait de découvrir qu'elle pouvait tenir tête aux États-Unis et que le ciel ne lui tombait pas pour autant sur la tête. Un an après l'épisode qui avait secoué la diplomatie mondiale, les deux hommes se retrouvèrent à nouveau dans la grande salle de l'Assemblée générale de l'ONU lors de la session de 2026. Cette fois pourtant, la scène avait changé. Ce n'était plus Lecornu qui devait se justifier, mais Netanyahou qui évitait soigneusement tout contact avec son homologue français. Les journalistes présents notèrent le contraste. D'un côté, un premier ministre israélien visiblement affaibli. De l'autre, Lecornu, désormais perçu comme l'une des voix majeures de la diplomatie internationale. Avec le recul, beaucoup considèrent que ces 4 minutes prononcées à la tribune des Nations Unies ne furent pas seulement un épisode marquant du conflit israélo-palestinien.
Elles symbolisèrent aussi la naissance d'une Europe plus autonome, plus sûre d'elle et prête à s'affirmer sur la scène mondiale. Au fond, Le Cornu avait démontré une chose simple mais rarement appliquée. Résister à la pression est possible. Dire la vérité face au pouvoir l'est aussi. Et parfois, avec suffisamment de préparation et de conviction, quelques minutes suffisent pour infléchir le cours de l'histoire. Le Washington Post résuma parfaitement la situation dans un éditorial largement commenté. En 4 minutes, un jeune chef de gouvernement français a accompli ce que des décennies de diplomatie n'avaient jamais réussi: briser le silence occidental autour des violations israéliennes du droit international. Cette formule frappante capturait l'essence de ce moment où, symboliquement, un David venu de Paris semblait avoir fait vaciller le Goliath israélien. Non pas par la force, mais par la puissance des faits. Mais ce que le public ignorait encore, c'est que cette victoire apparente n'était pas née de l'improvisation. Derrière la scène spectaculaire se cachait une préparation longue, minutieuse et presque clandestine. Tout avait commencé bien avant la tribune de l'ONU. Une soirée froide de septembre, dans le calme feutré du bureau du premier ministre à Matignon. Tandis que Paris s'endormait, Le Cornu parcourait attentivement un document confidentiel de près de 400 pages. Stratégie rhétorique et failles argumentatives de Benjamin Netanyahou. Analyse complète. Ce rapport, élaboré pendant des semaines par un cercle restreint d'experts, disséquait avec une précision chirurgicale chaque discours, chaque intervention et chaque technique utilisée par le dirigeant israélien depuis son arrivée au pouvoir. On y trouvait tout. Les schémas de manipulation émotionnelle, d'usage systématique de la culpabilité historique, les procédés de retournement d'accusation ou encore les mécanismes de victimisation politique. Chaque détail était classé, analysé, déconstruit. À la tête de ce travail monumental se trouvait Denis Bochart, ancien ambassadeur de France en Syrie et figure respectée de la diplomatie française au Moyen-Orient. À 78 ans, Denis Bochart portait sur ses épaules des décennies d'expérience diplomatique. Cheveux argentés, regard perçant, il avait passé l'essentiel de sa vie à décrypter les mécanismes complexes du Moyen-Orient. Lors de leur première réunion confidentielle, il s'était adressé à Le Cornu sans détour. « Monsieur le Premier ministre, Netanyahou est un stratège redoutable et un manipulateur habile. Mais même les meilleurs ont leurs points faibles. Le sien est simple. Il déteste être confronté à des faits précis, vérifiables, surtout lorsqu'il s'accompagne de chiffres qu'il ne peut réfuter. Dans ces conditions, tout son discours se fissure. Autour de Le Cornu s'était progressivement formée une équipe d'experts aussi brillante que variée. Parmi eux figurait Bertrand Badi, professeur émérite à Sciences Po et figure mondialement reconnue des relations internationales. Son analyse était claire. Netanyahou ne joue pas sur le terrain rationnel, mais sur celui des émotions. Il transforme les débats politiques en affrontements moraux et convertit les critiques factuelles en attaques personnelles. Si vous refusez d'entrer dans ce jeu et que vous restez strictement ancré dans le droit international, il se retrouve désarmé. La dimension juridique de la stratégie avait été confiée à Marie-Françoise Bechtel, ancienne députée et spécialiste reconnue du droit international, chargée de bâtir l'ossature légale de l'argumentation. Marie-Françoise Bechtel avait posé la règle dès le départ, avec une fermeté presque militaire. Chaque accusation doit être irréprochable. Aucun chiffre approximatif, aucune source douteuse. Tout doit être vérifié, revérifié, blindé. Il ne faut laisser à Netanyahou aucune brèche dans laquelle il pourrait s'engouffrer. Pendant des semaines, elle s'était plongée dans une montagne de documents. Résolutions des Nations Unies, rapports d'organisations internationales, témoignages d'observateurs sur le terrain. Tout était passé au crible. À cette équipe s'était ajoutée Leila Dakhlet, historienne du CNRS et spécialiste reconnue du monde arabe contemporain. Son rôle consistait à replacer chaque argument dans son contexte historique. Elle avait d'ailleurs prévenu Le Cornu « Attendez-vous à ce qu'il invoque la Shoah. C'est son réflexe presque automatique. Mais l'histoire peut aussi se retourner contre lui si vous évoquez certains épisodes qu'il préfère laisser dans l'ombre, comme l'accord de Haavara conclu avec l'Allemagne nazie. » Dans la discrétion la plus totale, ces experts se retrouvaient régulièrement dans les sous-sols de Matignon. Là, ils analysaient minutieusement les interventions passées de Netanyahou. Chaque débat important était reconstitué, chaque réaction étudiée, chaque faiblesse psychologique identifiée. Un jour, Denis Bochart projeta une archive vidéo.
Regardez ce moment où Barack Obama le contredit publiquement sur la question des colonies, expliqua-t-il. Dès qu'on l'oblige à affronter ses propres contradictions, il perd son sang-froid. La dimension psychologique de l'analyse était tout aussi approfondie. L'islamologue Gilles Kepel rejoignit l'équipe afin d'éclairer les dynamiques régionales. Selon lui, toute la stratégie politique de Netanyahou reposait sur un levier central, la peur. Il mobilise la peur sous toutes ses formes, expliquait-il. La crainte des Israéliens face au monde arabe, celle des Occidentaux face à l'antisémitisme. Mais l'histoire nous montre une chose. La peur finit toujours par se retourner contre celui qui l'exploite. Ce qui frappait le plus dans cette préparation, c'était son niveau de précision presque obsessionnel. Lecornu avait littéralement rempli sa mémoire de données. 87 résolutions de l'ONU ignorées par Israël. 5800 Palestiniens tués depuis 2008 selon les statistiques onusiennes. Parmi eux, plus de 1400 enfants. 234 implantations illégales en Cisjordanie. Ou encore, près de 48 000 habitations palestiniennes détruites depuis 1967. Chaque chiffre était appris, chaque source contrôlée et recoupée. Lors d'une réunion tardive, il avait résumé l'objectif avec gravité. Ce qui va se jouer ne doit pas être un simple affrontement politique. Il faut que ce soit un moment de vérité, un instant qui change durablement la perception de ce conflit. L'ambition était immense et le défi tout aussi colossal. Pourtant, l'équipe était convaincue que la fenêtre historique était ouverte. Le plan était limpide. Laisser Netanyahou déployer son discours habituel, le laisser s'enfermer dans ses propres réflexes, puis répondre point par point avec des faits impossibles à contester. Bouchard avait d'ailleurs anticipé la mécanique de l'attaque. Il invotera l'histoire, rappellera la Shoah pour créer un sentiment de culpabilité et finira par vous accuser d'antisémitisme. Laissez-le aller au bout de sa logique. Plus il ira loin, plus la chute sera spectaculaire. Pour préparer ce moment, Lecornu organisa plusieurs répétitions grandeur nature. Ses conseillers incarnaient le rôle du premier ministre israélien, reproduisant ses arguments les plus agressifs et ses attaques les plus personnelles. Monsieur le Premier ministre, vous parlez au nom d'un pays qui a livré ses Juifs aux nazis, lançait l'un d'eux en reprenant les accusations classiques. La France de Vichy ose aujourd'hui faire la morale à Israël. Face à ces provocations simulées, Lecornu restait impassible. Ses réponses étaient calmes, structurées, précises, comme s'il répétait déjà le discours qui allait bientôt marquer l'histoire. À chaque répétition, Lecornu gagnait en précision. Ses réponses devenaient plus affûtées, ses ripostes plus rapides, ses arguments plus solides. Les entraînements ne se limitaient pas au contenu. Ils incluaient aussi la maîtrise du stress physique. Un spécialiste de la communication l'avait coaché sur des détails apparemment anodins. La posture, la respiration, le rythme des phrases. Devant les caméras du monde entier, expliquait-il, le moindre geste peut renforcer ou affaiblir un message. Votre tranquillité doit trancher avec son agressivité, votre sang-froid avec son emportement. 3 jours avant le départ pour New York, Lecornu organisa une ultime répétition dans la grande salle de réception de Matignon. Pour l'occasion, la pièce avait été aménagée afin de reproduire l'atmosphère de l'Assemblée générale des Nations unies. Ce fut le dernier test. Cette fois, Denis Bouchard lui-même endossa le rôle de Netanyahou. Fort de son expérience diplomatique, il reproduisit avec précision les intonations, le ton mordant et les méthodes du dirigeant israélien. « Monsieur Lecornu, votre gouvernement protège les terroristes du Hamas », lança-t-il avec l'énergie d'un véritable réquisitoire. L'antisémitisme français refait surface. Sans élever la voix, Lecornu répondit d'un ton glacé. « Monsieur l'ambassadeur, je constate que vous privilégiez l'attaque personnelle au débat fondé sur des faits. Voilà qui en dit long sur la fragilité de votre argumentation. » Bouchard esquissa alors un sourire satisfait. « Parfait. Vous êtes prêt. » Le voyage vers New York se déroula dans une discrétion absolue. À bord de l'avion officiel, Lecornu relisait une dernière fois ses notes, répétant mentalement les points essentiels. Autour de lui, ses conseillers affinaient encore les détails. Avant l'atterrissage, Marie-Françoise Bechtel lui rappela une dernière chose. « N'oubliez jamais, chaque phrase sera disséquée, commentée, parfois même déformée. Votre meilleure arme reste la précision. » À New York, l'air semblait chargé d'électricité.
Dans les salles de presse comme dans les couloirs feutrés des hôtels diplomatiques, tout le monde avait l'intuition qu'un moment important se préparait. Les téléphones vibraient sans relâche, les journalistes échangeaient frénétiquement leurs informations, leurs analyses et leurs pronostics. Autour de la délégation française, l'agitation était palpable. Les correspondants étrangers cherchaient le moindre indice, persuadés qu'une confrontation d'ampleur se profilait. De son côté, Netanyahou affichait une confiance tranquille. D'après ses conseillers, il se disait prêt pour ce qu'il décrivait en privé comme une « mise au point » destinée au jeune chef du gouvernement français. Son équipe avait élaboré une stratégie bien rodée. Ouvrir le débat en convoquant l'histoire, rappeler la Shoah pour susciter la culpabilité, puis pousser le cornu dans une position défensive. Cette méthode avait déjà fait ses preuves face à de nombreux dirigeants européens au fil des décennies. Mais cette fois, la mécanique allait rencontrer un obstacle inattendu. Car en face de lui ne se trouvait pas un interlocuteur pris de court, mais un adversaire méthodique. Le cornu avait décortiqué ses techniques, anticipé ses attaques et préparé ses réponses. Surtout, il n'était pas disposé à contourner les vérités gênantes, même si celles-ci bousculaient les habitudes diplomatiques. Le jour de la confrontation, le cornu était déjà éveillé avant même que le soleil ne se lève sur Manhattan. Dans le silence de sa suite au Plaza Hotel, il relut une dernière fois les principes clés de sa stratégie. Garder son sang-froid, répondre aux émotions par des faits, transformer chaque accusation en preuve irréfutable. À cette heure précise, il appela Emmanuel Macron resté à Paris. « Sébastien, je vous fais confiance », déclara le président, « mais soyez conscient que vos mots aujourd'hui peuvent avoir des conséquences majeures. » Le cornu répondit calmement. « C'est précisément l'objectif, Monsieur le Président. » Lorsqu'il arriva au siège des Nations unies, la tension était déjà palpable. Les délégations se dévisageaient, les photographes crépitaient et les diplomates murmuraient entre eux. Dans l'immense salle de l'Assemblée générale, l'atmosphère rappelait celle d'un procès où chacun attend le moment décisif. Quand Netanyahou prit la parole, le cornu l'écouta avec une concentration absolue. Dans sa tête, il cochait chaque élément prévu. La référence à la Shoah, l'accusation d'antisémitisme, l'allusion à la collaboration française pendant la guerre. Tout se déroulait exactement comme l'équipe l'avait anticipé. « Il suit le scénario », pensa-t-il, mot pour mot. En réalité, le premier ministre israélien venait de tomber dans les pièges que les stratèges français avaient patiemment identifiés. Puis vint le moment décisif, ces 4 minutes qui allaient marquer l'histoire. Le cornu se leva avec l'assurance tranquille de quelqu'un qui connaît parfaitement son texte et sa trajectoire. Face à lui, Netanyahou affichait encore un sourire confiant, persuadé d'avoir déjà remporté la partie. Il ignorait que la mécanique de sa défaite venait de se mettre en marche. Car derrière chaque phrase prononcée par le cornu se cachaient des mois de travail, des centaines d'heures de préparation et une stratégie d'une précision presque scientifique. Rien n'était improvisé. C'était une démonstration de diplomatie méthodique, de ce que peut produire une intelligence collective lorsqu'elle est mobilisée avec détermination. Lorsque le cornu commença à citer, une à une, les résolutions des Nations unies ignorées par Israël, Netanyahou comprit soudain qu'il était pris au piège. Mais il était trop tard. La machine était lancée. Chaque tentative d'interruption, chaque protestation ne faisait que renforcer l'impression que le dirigeant israélien perdait le contrôle de la situation. L'impact de cet échange dépassa toutes les attentes, même celles des conseillers les plus optimistes. En quelques heures, les extraits de l'intervention française firent le tour de la planète. Sur les réseaux sociaux, les mots-clés « Le cornu contre Netanyahou » et « Truth to Netanyahou » se retrouvèrent en tête des tendances mondiales. Des millions d'internautes partageaient les séquences marquantes, commentaient, débattaient et disséquaient chaque phrase. Dans les salles de rédaction du monde entier, c'était une véritable frénésie. Dans les rédactions du monde entier, l'événement déclencha une véritable frénésie intellectuelle. Les éditorialistes se relayaient jour et nuit pour tenter d'en mesurer la portée. Le New York Times parla d'un tournant historique. Le Guardian évoqua un tabou brisé par la France. Quant au journal italien La Repubblica, il résuma la situation d'une formule percutante. Netanyahou défié publiquement. Mais c'est dans le monde arabe que l'onde de choc fut la plus spectaculaire. Du Maroc jusqu'à l'Irak, en passant par l'Égypte et le Liban, des millions de téléspectateurs découvraient avec stupéfaction qu'un responsable occidental pouvait affronter Israël sans détour.
La chaîne Al Jazeera diffusa l'intervention de Lecornu en continu pendant près de 2 jours. Dans les cafés de Casablanca, dans les rues du Caire ou sur les terrasses de Beyrouth, une expression revenait partout, le miracle français. Les réactions officielles suivirent rapidement. Mahmoud Abbas, président de l'autorité palestinienne, affirma que Paris retrouvait l'héritage diplomatique du général de Gaulle. Le roi Abdullah II de Jordanie rendit hommage à ce qu'il qualifia de « courage politique ». Même Riyad, habituellement très mesuré sur ces sujets, salua discrètement la prise de position française. En Europe, la réaction se propagea comme une traînée de poudre. L'Espagne annonça son soutien sans réserve à la ligne défendue par Paris. L'Italie adopta rapidement la même attitude. Même l'Allemagne, traditionnellement très prudente sur ces questions en raison de son passé historique, adopta un ton plus nuancé. Angela Merkel déclara que chaque État devait pouvoir exprimer sa position dans le respect du droit international. Une manière élégante de manifester son soutien à la France. Au sein de l'Union européenne, les conséquences furent profondes. Pour la première fois depuis des décennies, les 27 États membres réussirent à se mettre d'accord sur la question israélo-palestinienne. En décembre 2025, l'UE adopta à l'unanimité un ensemble de sanctions visant les colonies israéliennes. Un vote historique qui mit fin à des années d'immobilisme européen sur ce dossier. Aux États-Unis, la réaction ne fut pas aussi uniforme que certains l'avaient imaginé. Certes, à Washington, le Congrès adopta une résolution dénonçant les déclarations jugées inacceptables du premier ministre français. Mais dans l'opinion publique, le tableau était plus contrasté. Un sondage Gallup révéla qu'environ 38% des Américains considéraient la position de Lecornu comme justifiée. Un pourcentage remarquablement élevé lorsqu'il s'agit de critiquer un allié aussi proche qu'Israël. Plus révélateur encore, certains murmures commencèrent à circuler au sein même de l'administration Biden. Quelques responsables évoquaient discrètement la nécessité de réexaminer la stratégie américaine au Moyen-Orient. Jake Sullivan, conseiller à la sécurité nationale, confia même en privé que les remarques françaises soulevaient des interrogations légitimes sur le respect du droit international. Une fissure infime mais symbolique apparaissait ainsi dans le soutien traditionnellement solide de Washington envers Israël. En Israël, en revanche, l'impact fut immédiat et brutal. Pour la première fois depuis longtemps, Netanyahou se retrouva confronté à une vague de critiques venant de l'intérieur. Les partis d'opposition l'accusèrent d'avoir inutilement provoqué une crise avec Paris et d'avoir contribué à isoler davantage le pays sur la scène internationale. Yair Lapid, figure du centre politique, dénonça ouvertement ce qu'il qualifia de dégâts diplomatiques causés par l'arrogance du premier ministre. Même au sein du Likoud, son propre parti, des voix dissidentes commencèrent à émerger. Plusieurs parlementaires critiquaient en privé la stratégie de confrontation adoptée face à l'Europe. L'ancien ministre Gideon Sa'ar alla plus loin, en affirmant publiquement que Netanyahou devait assumer la responsabilité de cette tempête diplomatique. La presse israélienne, habituellement moins sévère envers le chef du gouvernement, adopta elle aussi un ton inhabituellement critique. Le quotidien Haaretz titra « L'arrogance de Netanyahou humilie Israël ». Yediot Aharonot évoqua pour sa part un revers diplomatique qui affaiblit notre crédibilité internationale. Même le conservateur Jerusalem Post s'interrogea. Netanyahou a-t-il perdu le sens des réalités? Cette contestation interne fragilisa fortement sa position. En l'espace d'une semaine, sa popularité chuta de 8 points dans les sondages. Certains ministres de sa coalition commencèrent à prendre leur distance. Benny Gantz, autre figure majeure de l'opposition centriste, appela finalement à un virage profond dans la politique extérieure israélienne. La suite des événements confirma rapidement que l'épisode n'était pas un simple incident diplomatique, mais bien un moment charnière. 6 mois après la confrontation, lors de déplacements officiels au Caire, Lecornu fut reçu avec des honneurs dignes d'un chef d'État. Le président Abdel Fattah el-Sisi organisa une cérémonie exceptionnelle au cours de laquelle il déclara que la France avait retrouvé son rôle historique dans l'équilibre du Moyen-Orient. Dans les rues, des milliers d'Égyptiens saluaient la visite du dirigeant français, agitant des drapeaux tricolores en signe de soutien. À Ramallah, l'accueil fut encore plus spectaculaire. Mahmoud Abbas fit organiser une grande parade pour honorer Lecornu, présenté comme celui qui avait libéré la parole palestinienne sur la scène internationale. Sur son passage, des foules immenses scandaient « Vive la France !».
Un tel accueil réservé à un dirigeant occidental dans les territoires palestiniens n'avait plus été vu depuis des décennies. L'impact dépassa largement le champ politique et atteignit aussi la sphère culturelle. Netflix produisit un documentaire intitulé « 4 minutes qui ont changé le monde », retraçant avec précision cette confrontation devenue historique. Réalisé par le documentariste français Raymond Depardon, le film attira plus de 80 millions de spectateurs à travers la planète et renforça durablement l'image de Lecornu comme défenseur du droit international. Dans les universités européennes et américaines, ce que l'on appelait désormais l'effet Lecornu devint un véritable objet d'étude. À Harvard, Oxford ou encore à la Sorbonne, des séminaires entiers furent consacrés à l'analyse de cet épisode diplomatique. Les étudiants en relations internationales disséquaient minutieusement la stratégie du premier ministre français, sa préparation, sa gestion du débat et la précision de ses arguments. Le professeur Joseph Nye de la Harvard Kennedy School résuma la portée de l'événement dans la revue Foreign Affairs. Lecornu a montré qu'il est possible de résister aux pressions uniquement grâce à la force des faits et à une préparation rigoureuse. C'est une démonstration remarquable de soft power. L'article fut traduit dans une quinzaine de langues et devint rapidement une référence dans les milieux académiques.